Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Benjamin Ferrando. Bonjour. Alors vous êtes traducteur, vous êtes notamment auteur de l'ouvrage de la traduction d'Hilaire Belloc, Les Grandes Hérésies aux éditions Artege. Et nous, on vous reçoit pour donc ce livre, La Restauration de la propriété d'Hilaire Belloc aussi. C'est votre traduction aux éditions Perspectives Libres. Alors déjà, on va poser quelques bases. Est-ce que vous pouvez nous définir la propriété ? Quelle est la définition de la propriété, la vôtre ? Alors, évidemment, selon aussi Hilaire Belloc. Je ne sais pas s'il peut y avoir vraiment une définition de la propriété. La propriété, c'est une institution fondamentale humaine. C'est quelque chose qui est, finalement, et qui est consonant à notre nature humaine. La question et la difficulté, c'est celle justement de la définir sur le plan juridique. Et il y a eu différents essais de définition de la propriété complètement absolue qui arrive après la Révolution française, à aujourd'hui des essais de définition de la propriété qui sont de plus en plus liés à la puissance étatique, à la puissance de l'État. L'important, c'est de pouvoir accorder, étant une institution, la propriété, il faut voir son évolution concrète, matérielle. C'est-à-dire que le gros problème aujourd'hui, mais qui ne date pas d'hier, est celui de la concentration excessive de la propriété productive. Et c'est un problème qui est fondamental aujourd'hui. Et disons, pour que cette institution reste une institution à échelle humaine, la question, c'est de pouvoir assurer sa diffusion auprès du plus grand nombre. Et aujourd'hui, dans votre livre, vous écrivez « La propriété représente la clé de toute résistance humaine à un modèle en faillite, à un modèle dont l'état servile sera le prolongement logique. » Alors évidemment, on pense, vous l'écrivez aussi dans ce livre, vous citez donc le Forum économique mondial de Davos, « Vous ne possédez rien et vous serez heureux. » Aujourd'hui, il y a une volonté, en tout cas de ce Forum économique mondial, de faire en sorte que les gens ne possèdent rien pour qu'il y ait une totale mainmise sur eux. Complètement, disons que c'est là où on en est aujourd'hui. Il faut voir d'où vient cette question. Disons que cette question est au cœur de l'économie politique. C'est-à-dire sans propriété, il n'y a pas d'échange possible. On a besoin d'avoir quelque chose à nous. Quand je vous parlais de la propriété comme institution humaine, c'est un besoin humain fondamental d'avoir quelque chose à soi. Ne serait-ce que pour l'échanger, pour le donner, pour le prêter. Mon stylo s'appelle Revient, par exemple. Et prendre cette question vraiment à la racine, fondamentalement, permet de comprendre justement, et voir son évolution historique, permet de comprendre aujourd'hui où nous en sommes. Aujourd'hui, nous en sommes là avec cette citation du Forum économique, « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? Et ça nous permet de revenir, disons, aux bases, aux fondements des questions, non seulement de l'économie et de la politique. C'est-à-dire que la propriété est au fondement de l'échange, mais également au fondement du pouvoir politique. Celui qui a quelque chose alors l'autre n'a rien, a, disons, un ascendant. Il y a cette question de la dépendance qui est liée à la propriété. Et c'est la fin de la propriété et le mythe de tout se loue, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes donc, qui posséderont des choses, qui seront propriétaires, et puis les autres qui dépendront de ces propriétaires en louant. Mais c'est aussi expliqué comme une véritable liberté, c'est-à-dire que quand on est propriétaire aussi, quand on a une maison, on est obligé d'habiter cette maison tout le temps, on ne peut pas partir en vacances. Enfin, vous voyez, il y a toute cette idéologie derrière de se dire, quand vous êtes propriétaire, vous êtes enraciné, vous êtes bloqué, alors que quand vous pouvez tout louer avec votre argent, vous pouvez être propriétaire de plusieurs petites choses. Sans l'être vraiment, en fait. Sans l'être vraiment, ouais, sans l'être vraiment. Ce qu'il y a dans votre livre aussi, je vous permets de le citer, nous, on a l'impression d'avoir jamais été autant propriétaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'homme a beaucoup plus de biens matériels qu'avant. Notamment, dans le livre, rien ne s'oppose à ce qui ne subsiste
plus qu'une propriété de type capitaliste, d'un côté, particulièrement concentrée et inaccessible au plus grand nombre, avec une forme de propriété socialisée de l'autre, limitée à l'usage et soumise à divers impératifs d'utilité publique. Donc, vous dites, ainsi assistera-t-on aux noces attendues du capitalisme et du communisme. Et on a l'impression qu'on a le pire des deux aussi. Oui, c'est-à-dire c'est une étrange, disons, depuis que la propriété est définie en dehors des besoins humains fondamentaux, c'est-à-dire que chacun puisse avoir quelque chose qui lui appartient et donc pouvoir maîtriser son destin. C'est ça l'enjeu fondamental autour de la propriété. Eh bien, on a historiquement, depuis plusieurs siècles, un processus de concentration de la propriété qui aujourd'hui et sur ces dernières décennies s'accélère à un rythme absolument incroyable. Et en parallèle, vu que cette propriété n'est absolument pas remise en cause, parce qu'elle fait le fondement, disons, de la vie économique actuelle, la question c'est cette petite propriété qui est encore celle des individus moyens, de l'homme ordinaire, et de plus en plus, disons, mise en question. En tout cas, les critiques de la propriété ne comprennent pas souvent ne comprennent pas cette nuance ou cette complexité de la propriété. C'est-à-dire que la question, quand on parle de la propriété en tant qu'institution, ce n'est pas de défendre la propriété capitaliste et la capacité à accaparer la propriété d'autrui, mais c'est de défendre la possibilité de chacun de pouvoir maîtriser son destin et d'avoir quelque chose qui lui est propre. Ceci, c'est la base de la démocratie et la base d'une vie économique saine. À partir de là, on peut poser les questions politiques fondamentales. Et on peut voir finalement qu'aujourd'hui, avec cette concentration excessive de la propriété d'un côté, tout le système politique économique essaye étant donné que c'est disons, d'une instabilité totale, ce qu'on appelle le capitalisme, il faut pouvoir aussi définir les termes, mais c'est essentiellement cette question de la propriété de plus en plus concentrée. Et ceci créant une énorme instabilité sociale, en particulier dans des pays qui ont des traditions de liberté politique. La question, c'est de pouvoir organiser un mode de fonctionnement de la société sans la propriété. Et cette tension que montre bien Hilaire Belloc est de plus en plus, de plus en plus périlleuse et risque de mener à ce qu'il appelle l'état servile. On va revenir sur l'état servile. Alors, j'ai oublié quelque chose de très important. Je m'en excuse, j'ai oublié de présenter Valentin Schirmer qui fait l'interview avec moi. Bonjour Valentin. Vous êtes pardonné, Corentin, bonjour. Voilà, parce qu'on s'est vu hier, on était donc à la soirée de Valeurs Actuelles, volume 2, c'était une très bonne soirée. Et voilà, donc je suis bien avec Valentin. Valentin, je vous laisse la parole. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi votre livre, alors c'est le livre d'Hilaire Belloc que vous avez traduit, et ça pose aussi également cette question de la limite, de la nécessaire limite dans les institutions pour éviter justement cette dérive capitaliste qui consiste à concentrer la propriété pour aliéner le grand nombre. Et on voit aussi, donc cette question de la limite permet aussi de mettre en exergue cette dérive naturelle des marchés qu'on essaye de masquer un peu sous ce mythe du « le marché régule tout ». Finalement, et Hilaire Belloc le montre bien dans ce livre, il décrit la manière dans laquelle le marché tend naturellement à la concentration, à la domination, et fait toujours, finalement, pour résumer grossièrement, avantage toujours les gros contre les petits. Et donc ça, c'est aussi un mythe sur lequel il faut appuyer, puisque c'est aussi le fondement de cette théorie libérale de l'économie. Oui, disons qu'il faut distinguer entre économie marchande et capitalisme. Comme je vous l'ai dit, le capitalisme, proprement défini, c'est justement cette capacité à concentrer le pouvoir, à concentrer les richesses. Et ceci, c'est tout simplement la négation de la propriété. Je peux, si vous permettez, vous faire une citation qui est dans le livre, dans mon introduction, de Chesterton, qui permet de comprendre justement cette question, cette tension entre une propriété qui est vue comme un absolu et une capacité, une puissance d'accaparement, et une propriété en tant qu'institution qui, elle, est presque le moyen de défense de l'homme ordinaire. Donc je vous cite, c'est de Chesterton.
Je suis pleinement conscient qu'à notre époque, le mot propriété a été terni par la corruption des grands capitalistes. À en croire les gens, on penserait que les Rothschild et les Rockefeller sont des partisans de la propriété. Ils sont pourtant et de toute évidence ses ennemis, car ils sont les ennemis de ses propres limites. Ils ne veulent pas leur propre terre, ils veulent celle des autres. Que le duc de Sutherland possède toutes les fermes d'une province constitue la négation même de la propriété, tout comme ce serait la négation du mariage s'il possédait toutes nos épouses dans son harem. Voilà, c'est éloquent. Ça permet de voir vraiment clairement quand on parle de négation de la propriété et quand, disons, ce bouquin sur la restauration de la propriété n'est pas une défense de la propriété vue comme un absolu et une possibilité d'accaparement. Tout le contraire. Tout le contraire, c'est la question de... L'enjeu, c'est de pouvoir parvenir à une diffusion de la propriété pour, disons, raviver les conditions matérielles de la démocratie et même de la vie économique marchande, finalement. Comme vous le disiez tout à l'heure, on en arrive à un stade de concentration de la propriété qui amène une nécessité de régulation de tous les cadres de l'économie et de la vie sociale toujours plus contraignante, de régulation et de contrôle. Finalement, quand on essaye de réfléchir à la période actuelle avec cette clé de la propriété, ça nous permet de voir qu'on a, disons, une espèce de grand capitalisme en haut, disons, qui est absolument une propriété qui est absolument concentrée et absolument intouchable. Et les tensions, disons, politiques et économiques sur les États sont telles que finalement la petite propriété, les indépendants, sont de plus en plus matraqués par la fiscalité, plus en plus, disons, et c'est là qu'intervient cette phrase donc, que vous avez citée du Forum économique mondial de Davos. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une propriété qui sera intouchable, qui est celle qui est concentrée au maximum, tandis que la propriété des gens ordinaires sera de plus en plus, disons, soumise à des contraintes écologiques, des contraintes, toutes sortes de contraintes, et qui permet de contrôler de plus en plus l'activité des citoyens, de la vie, des gens ordinaires. Et vous citez Paul Valéry, vous dites, donc vous le faites dire, donc, si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Et aujourd'hui, on a à la fois un État fort, donc qui impose des normes, et en même temps faible parce que nous sommes soumis notamment à l'Union européenne, nous n'avons plus notre souveraineté monétaire, et donc aujourd'hui, nous avons à la fois un État fort qui nous écrase, et comme il est faible aussi, nous périssons. Il nous écrase et c'est ça qui nous fait périr aussi. Oui, cette citation permet vraiment de bien saisir ce que Belloc pouvait entendre par l'état servile. C'est-à-dire que Belloc écrit son livre L'état servile au début du XXe siècle, dans le contexte de l'Angleterre. Mais parce qu'il réfléchit avec une clé qui est la bonne, c'est-à-dire celle de la propriété, il permet de voir au loin. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui est un auteur du passé, mais c'est quelqu'un qui est loin devant nous, qui permet de voir et d'articuler et de comprendre des questions qui sont fondamentales, puisque c'est des questions qui nous touchent aujourd'hui sur les questions politiques et d'économie. Et oui, disons que sa réflexion sur l'état servile est des plus pertinentes aujourd'hui, et je pense que cette phrase de Paul Valéry permet disons, pose le constat. La question, c'est pas ensuite de rester dans une critique en disant ces gens-là sont horribles, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie économique, qu'est-ce qu'il y a à protéger, qu'est-ce qu'il y a à restaurer. Et disons que ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que ce n'est pas un bouquin de critique, mais c'est un bouquin beaucoup plus programmatique qui appelle à non seulement réfléchir au-delà des catégories aujourd'hui de la science politique qui peuvent égarer, mais avec vraiment des clés pertinentes, claires, et qui permettent surtout d'envisager des actions concrètes et
et qui permet déjà un petit peu de réflexion politique aujourd'hui. C'est quelques idées politiques, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Tout à fait. Je vais donner la parole à Valentin Schirmer, mais comme ça fait déjà 2-3 fois que vous le citez, je voulais vous poser la question plus tard, mais on va le dire tout de suite, comme ça les gens vont bien comprendre. Qu'est-ce que c'est l'état servile? Donc c'est un livre donc d'Hilaire Belloc. Quelle est sa définition de l'état servile? Alors en fait, Belloc, en 1912, après son expérience parlementaire, il aurait peut-être fallu, disons, présenter un petit peu Hilaire Belloc. Absolument. Et qui est Hilaire Belloc, hein. Hilaire Belloc, c'est un des plus grands auteurs anglais du XXe siècle. Au début du XXe siècle, c'était un des grands publicistes avec Chesterton, George Bernard Shaw et H.G. Wells. Une grande figure du débat public anglais qui était un historien. Cocorico est né français quand même, on peut le préciser. Qui est né en France, en 1870 à la Salle Saint-Cloud, exactement. Et d'ailleurs, c'est une anomalie qu'il n'était pas, disons, pas assez connu et pas assez traduit en France. C'est un homme avec une œuvre d'une diversité et d'une profusion, plus de 150 bouquins, excusez du peu, et un type qui a écrit des contes pour enfants, des récits de voyage, de la stratégie militaire, des questions historiques, qui était un catholique dans un pays protestant. Donc qui a très bien vu cette évolution au début du XXe siècle en Angleterre, avec cette érosion du protestantisme, que Chesterton appelait le protestantisme liquide. Et donc toutes ces idéologies qui commençaient à essaimer en Angleterre avec un nationalisme exacerbé et l'impérialisme en particulier, mais aussi l'eugénisme. Et donc cette question politique de la pression du socialisme en Angleterre du début du XXe siècle. Et donc Belloc, qui avait été député entre 1906 et 1910, député sous l'étiquette libérale, assiste, disons, presque au simulacre, à un certain simulacre du jeu démocratique dans l'Angleterre de son temps, avec, disons, les grands partis qui commencent à s'organiser comme des grandes machines électorales à l'ère des masses, déjà, et restera quelques années député, sera assez dégoûté par, disons, les petits arrangements en coulisses, la corruption déjà, qui était déjà très très forte à l'époque, et commence à réfléchir à cette question donc de la pression du socialisme sur des pays dits capitalistes comme l'Angleterre. Et finalement, sa réflexion sur l'état servile, c'est de dire que le capitalisme est un système instable à cause de cette concentration excessive de la propriété. Et puisque le système tel qu'il est n'est pas tenable à cause de la liberté politique accordée à la plupart des citoyens, l'une des solutions pour trouver un minimum de stabilité, ce sera finalement de maintenir cette concentration excessive de la propriété, cette liberté économique qui est de plus en plus restreinte, mais finalement avec des réformes qui vont permettre, ce qui sera le début, disons, de ce qu'on appelle l'état social anglais, mais qui vont permettre de contrôler de plus en plus, en particulier les travailleurs et les prolétaires anglais, avec un contrôle de plus en plus serré, de plus en plus net sur leur vie quotidienne. Et disons, Belloc voyait que comme il disait, c'est disons l'impact de la théorie socialiste sur un pays capitaliste n'amène ni l'un ni l'autre. On n'arrive pas à un autre stade du capitalisme ou alors à un pays socialiste, mais à une chose très très différente de celle des deux théories, des deux forces qui l'ont fait naître, ce qu'il appelle l'état servile, qui est finalement, cette administration. Vous savez, je vous ai parlé de la propriété comme une institution première, fondamentale. Étant donné qu'on fait l'impasse, disons, sur ce problème humain ou cette institution humaine fondamentale, à cause de sa concentration, on va administrer, d'une certaine manière, la dépossession progressive des citoyens. Alors, bon,
c'est pas quelque chose qui est linéaire. Hein. La question, c'est pas et pas du tout d'assimiler l'État social à l'État servile. C'est pas du tout cette question-là. Mais en Angleterre, là encore, les conditions étaient vraiment particulières et c'était peut-être les premières lois sociales qui commençaient à sortir, étaient parmi les plus centralisées et les plus contraignantes. Avec, vous aviez cette question de l'eugénisme qui était assez présente, donc il fallait récompenser les ouvriers qui étaient les plus méritants, qui ne buvaient pas, toutes sortes de contraintes. Quelle catastrophe. Exactement. La question, c'est vraiment celle de la propriété, qui est la clé pour vraiment réfléchir à cette question de l'état servile dans l'histoire et nous permettre de voir et de nous situer dans notre situation présente et envisager des possibilités autres ou des alternatives. Valentin Schirmer. Non, c'est très intéressant et d'ailleurs, on peut le dire aussi, ce livre, La restauration de la propriété, était un authentique programme politique en fait justement visant à restaurer la propriété. Le nom est très bien trouvé. Et dans cette mesure, on va avoir plusieurs propositions très concrètes, puisque vraiment là aussi Belloc en parle à travers tout le livre, l'idée de vouloir toujours être très concret, très pragmatique, de pas essayer de fomenter une idéologie, une théorie politique et d'essayer de l'appliquer au réel. On part du réel et ensuite on voit ce qu'on peut en faire. Et donc dans cette idée-là, il y a la question de la réhabilitation des corporations et des guildes qui m'a beaucoup intéressé, puisqu'on a aussi reçu un autre auteur, Guillaume Travers, qui a écrit sur la question. Et donc c'est une manière de procéder dans le travail qui permet à la fois effectivement de protéger le travail, de protéger la propriété et donc d'éviter en fait finalement par l'autogestion cet écrasement des puissants et en même temps d'avoir une espèce de concurrence saine, puisque la concurrence n'est plus seulement financière mais il y a une sorte d'esprit de groupe qui permet d'ailleurs de persévérer. Et en fait on voit d'ailleurs aujourd'hui que les rares professions qui ont conservé cet esprit de corporation, par exemple les avocats, sont parmi celles qui fonctionnent le mieux finalement. La question est celle des contre-pouvoirs, c'est-à-dire la propriété permet, disons, avec une propriété diffusée, on a des forces sociales qui sont en mesure en tout cas, qui peuvent, disons, maintenir une volonté propre par rapport à l'État. L'une des grandes forces de Belloc, c'est sa capacité, disons, à être très très clair, à définir chacun des termes qu'il emploie. Dans le bouquin, disons, on trouve fondamentalement, on peut s'organiser avec une première partie sur qu'est-ce que c'est que la liberté économique. Est-ce que la liberté économique est un bien ? Ce qui, justement, est une question qui peut se débattre, exactement. Certains peuvent dire aujourd'hui, dans le système dans lequel nous vivons, cette voie vers l'état servile est peut-être nécessaire ou peut-être la meilleure. Il faut l'entendre, pourquoi pas. Je crois qu'il y a d'autres possibilités, en particulier en restaurant la propriété et la liberté économique. Mais donc, dans le bouquin, il y a vraiment cette question de qu'est-ce que c'est que la liberté économique ? Quels sont les obstacles à la liberté économique ? Ce que vous avez parlé, cette idéologie marchande. Là encore, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre économie marchande et capitalisme, qui sont des choses très très différentes et des processus très très différents. Et finalement, comment poser quelques premiers jalons ? Comment faire pour tenter de restaurer la propriété ? Et là, évidemment, la question de la paysannerie, la question des artisans, tous les indépendants finalement qui constituaient presque l'essentiel du corps social français, mais il n'y a pas si longtemps, courant du XXe siècle, où on a assisté ensuite à une transformation sur ces 60-70 dernières années absolument incroyable, qui finalement nous amène à oublier en fait ce qui était évident, puisque cette question de la propriété, de la restauration de la propriété, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une théorie. En fait, c'est d'où la question du nom, par exemple, ce qu'on appelle, ce qui a été appelé le distributisme, par exemple, ou le propriétarisme. C'est difficile d'avoir un nom ou une théorie pour quelque chose qui a existé de tout temps. C'est-à-dire que de tout temps, l'économie et la vie marchande étaient basées sur des personnes, des gens qui possédaient que ce soit leurs instruments de production
ou alors à travers des guildes, évidemment, qui sont finalement des instances et des institutions de défense de la propriété, et qui ont de sens que à travers cette question de la défense de la propriété et de la dignité des personnes qui en sont membres. Là encore, si vous voulez bien, je vous citerai Belloc sur cette question de la propriété, de l'oubli de la propriété. Ce sera peut-être plus clair. Alors, quand on s'engage sur une mauvaise voie, il reste encore dans un premier temps une mémoire, une tradition d'un meilleur ordre des choses. Celui-ci exerce toujours une pression plus ou moins vive. De même pour la liberté quand on concentre la propriété à l'excès. Les plus âgés d'entre nous peuvent encore se souvenir d'un état de saine concurrence et de bonne distribution de la propriété. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas forcément, mais ils entendent ce que disent leurs aînés et restent suffisamment en prise avec le passé pour garder la saveur de la liberté économique, même si ce n'est plus qu'un souvenir. Une génération passe vite. Quand la nouvelle venue oublie ce qui subsistait dans l'esprit de ses aînés, l'habitude fait bientôt des nouvelles conditions une évidence, une partie intégrante de la réalité. Peu à peu, il devient impossible d'imaginer ce à quoi ressemblait l'ancien et meilleur ordre des choses. Cette force de l'habitude tend à rendre le mal permanent, en particulier sur cette question de la dépendance. Et au train où vont les choses, le risque est que cette condition de dépendance, cette disposition à accepter le contrôle sur nos propres vies, devienne une seconde nature. Si on laisse cela arriver, si l'on n'arrête pas le recul de la propriété individuelle et de la liberté, il deviendra impossible de faire machine arrière. Là est le vrai danger. Passer le stade après lequel toute réforme devient impossible, car l'esprit ne peut plus la concevoir. Effectivement, et donc on voit très bien que effectivement c'est la question de la limite, la question de la corporation et la question de l'oubli. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que pointe Hilaire Belloc dans ce livre, c'est que malgré les propositions politiques, tout part, et ça c'est très intéressant aussi, c'est un fait marquant, tout part finalement du désir des hommes, tout part de leur volonté, et il ne peut y avoir de liberté sans la volonté des hommes, et ça il le précise exactement. Donc il explique aussi que c'est un rapport à l'anthropologie et au désir, et ce désir, avec l'avènement de la société capitaliste, a beaucoup changé, puisque on a eu de tout temps, si vous voulez, cette espèce de filia grecque qui faisait que on désirait, on se reconnaissait dans l'autre, dans la vie de la cité, et donc ce qu'on désirait pour soi, on le désirait pour l'autre. Aujourd'hui, et d'ailleurs ça rejoint à la citation de Chesterton que vous aviez dite en début d'émission, on ne désire plus la chose en tant que telle et qu'on veut appliquer à l'autre, on désire la domination. Et donc c'est aussi cette question de la volonté. Donc on a une minorité qui désire la dominer et une majorité qui, elle, a oublié et qui est un petit peu amorphe. Et donc l'enjeu aussi essentiel, c'est de susciter à nouveau le désir de la liberté et de la responsabilité chez les hommes, chez les individus. Évidemment, je pense que fondamentalement, c'est la question clé. C'est-à-dire, que voulons-nous vu le train où vont les choses, soit nous avons l'état servile et une certaine forme d'esclavage, de contrôle sur nos destinées, ou la question politique, finalement, c'est la restauration de la propriété. Il n'y a pas d'autre chose. Regardez le spectre des propositions politiques aujourd'hui. On va nous parler peut-être de réforme d'un côté, réforme de là, mais ça reste des questions administratives. Les questions fondamentales qui sont les conditions matérielles, finalement, que ce soit de la démocratie, mais de la vie en communauté, juste du bien vivre. Quand on parle de dépossession aujourd'hui, on en est là, aujourd'hui. Et prendre la question à partir des fondements, à partir des institutions fondamentales et à partir de la propriété, permet déjà d'envisager un horizon politique très très différent. Dans mon introduction que j'ai écrit La propriété, pourquoi faire, je parle par exemple de l'historien Fernand Braudel, qui est à mon avis peut-être l'un des meilleurs économistes que la France n'ait jamais connu, puisque c'est quelqu'un qui nous fait voir, mais qu'est-ce que c'est que la vie économiste ? Qu'est-ce que c'est que la vie économique ? La plupart des économistes prennent pour un donné, pour un acquis, un état des choses qui n'est pas normal, puisque basé sur une perversion d'une institution fondamentale qui est la propriété. Alors qu'ils pourront dire que le capitalisme vient de la propriété. Bon, évidemment, c'est faux. Il faut pouvoir définir les choses, il faut pouvoir, situer. Quel est le moment aujourd'hui où justement le Forum économique mondial peut parler de vous n'aurez plus rien,
c'est un état de concentration de la propriété qui est tel et où toute l'économie est complètement sous-tendue et tirée par les objectifs du capitalisme. C'est-à-dire que progressivement, vous savez, quelqu'un comme Ivan Illich, par exemple, définissait le développement comme une guerre à l'économie de subsistance. Brodel permet de voir, d'abord, au fondement, il y a justement cette économie de subsistance. Quelqu'un, vous savez, le paysan qui travaille sur sa terre, quelque chose de très très concret. Il a besoin d'avoir justement sa terre, il a besoin de pouvoir en vivre, pouvoir éventuellement le vendre sur le marché. C'est le deuxième stade finalement, le stade marchand, le stade peut-être de la concurrence sur le marché, sur les villes. Et finalement, le capitalisme est le processus qui permet de raccorder finalement production, consommation. Bon, là encore, je brosse à très très grands traits. Mais où se situe une perspective de restauration de la propriété ? Aujourd'hui, sur les questions économiques de base, d'abord, les questions agricoles où les paysans sont dans une situation mais dramatique. La question évidemment des artisans, des petits commerçants, tous les indépendants qui sont pris à la gorge aujourd'hui. Eh bien, l'idée est là, disons, peut-être l'urgence, c'est de pouvoir en tout cas protéger ces gens-là qui justement sont dans une continuité d'une civilisation qui est la nôtre, qui est en tout cas qui permet de garder un contrôle sur le quotidien, sur l'existence. Et retrouver chacun une petite souveraineté et une propriété, parce que vous dites que la finalité de la propriété, c'est la liberté. Bien sûr, c'est la condition matérielle de la liberté. Après, la liberté, ça implique beaucoup. Veut-on être libre ? C'est une question. C'est une question. On veut afficher la liberté. Disons qu'on on veut afficher notre esclavage sous le nom de la liberté. C'est, vous savez... Ça sera l'occasion, je pense, qu'on pourrait vous réinviter pour une émission complète là-dessus. Merci beaucoup, Benjamin Ferrando. On rappelle le titre donc, de ce livre, La restauration de la propriété, d'Hilaire Belloc, dont vous êtes le traducteur aux éditions Perspective Libre. Je voulais vous citer une intervention de Marie-Laure qui nous écrit incroyable de vérité ce que dit votre interlocuteur. Je pars ce matin justement pour vendre une petite maison dans l'Allier soumise à de multiples contraintes imposées par Bruxelles. Petit point de chute à la campagne, n'ayant pas pu acheter à Paris avec 3 enfants, donc résidence secondaire avec taxe d'habitation et foncière qui ne cesse d'augmenter. Merci pour un tel éclairage. Voilà. Merci beaucoup. Et merci Marie-Laure.